Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur HLive TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à l'émission Screenshot, sa 14e sortie. Et le thème qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la corruption et les injustices faites aux masses populaires en Haïti. J'ai l'opportunité ou le plaisir d'accueillir deux grandes personnalités de la communauté haïtienne de France qui se sont investies corps et âme pour élucider les zones d'ombre dans l'affaire Petro-Caribé. Donc, un ouvrage qui s'intitule « L'affaire Petro-Caribé en Haïti, la corruption dans les pays du Sud, entre la politique et la science, mais sous la direction du docteur Jacques Nézy, sans oublier Jean-Jacques Cadet. » Donc, et je dois parler aussi du préface de M. Alain Gilles, c'est magnifique. Mais que l'on verra ou non, je sais comment vous êtes fan de cette émission. Comme vous le savez, chaque jeudi à pareille heure sur la télévision HLive TV, toujours une seule émission, Screenshot, 14e sortie. Mais de là étant, j'ai avec moi Sergo Alexis et ainsi que Mme Gerta et Pilate, militante au sein de l'association Haïti Plus Juste depuis octobre 2018, en tant que vice-présidente et présidente même de cette association, et qui travaille normalement avec de diverses associations haïtiennes et qui s'intéresse toujours à toutes les problématiques qui concernent Haïti, tout particulièrement les problématiques liées à l'éducation, au développement et à la justice. À qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, professeur Chéri. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir et avec monsieur Alexis également. Je vous remercie de nous accueillir dans votre espace où nous pourrons échanger quelques mots avec vous. D'accord. Et à ma gauche, pour vous, téléspectateurs, à ma droite, donc Sergo Alexis, militant associatif, journaliste, éditorialiste, Haïti en marche, chercheur et indépendant en anthropologie sociale et politique, et puis ex-entrepreneur du bâtiment, décorateur intérieur. À qui je dis bonsoir et bienvenue. Merci HLive, merci professeur Chéri de nous avoir invités à parler de ce livre collectif publié par l'association Haïti Plus Juste sur l'affaire Petro-Caribé. Et c'était aux éditions du syndicat. Et moi, en tant que chercheur, un des contributeurs qui a écrit un texte dans le livre sur l'État paternaliste haïtien, justement, corruption et injustice. Et ça tombe bien et le décor est bien planté. Donc, j'ai avec moi le livre, l'ouvrage L'affaire Petro-Caribé, donc la corruption dans les pays du Sud, entre la politique et la science. Donc, je dois faire un clin d'œil aussi à M. Jacques Nézy, docteur Jacques Nézy, sans oublier Jean-Jacques Cadet, le préface d'Alain Gilles. Donc, c'est bien chapeauté. Est-ce que tu pourras bien montrer au public la photo du livre, s'il te plaît? Voilà, donc c'est ça va rester à côté de moi comme ça là. Après, non, c'est bon, après tu peux le déposer. Il n'y a pas de problème. D'accord, c'est ça. Donc, c'est un livre vraiment très intéressant que je vous demande, je vous recommande ce livre parce que j'ai passé un petit temps, je n'ai pas encore terminé, mais j'ai passé un petit temps, c'est très, très intéressant. Si vous êtes haïtien, normalement c'est un livre qui vous concerne, parce qu'on parle de la corruption, on parle du pays du Sud. Mais avant tout, et je vais m'adresser toujours les femmes d'abord, le thème qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la corruption et les injustices faites aux masses populaires en Haïti. Madame Gerta et Pilate, qui est avec nous aujourd'hui, donc déjà, pour parler d'Haïti Plus Juste, qu'est-ce que vous voulez nous dire de cette association? Alors, Haïti Plus Juste, c'est une association qui a vu le jour en avril 2019, le 10 avril précisément. Antérieurement à la naissance de l'association, nous avons eu l'occasion de faire des activités pour justement rejoindre
les manifestations qui avaient eu lieu en Haïti, qui étaient d'ailleurs des manifestations assez violentes. Et nous nous sommes dit que nous devions, nous aussi, depuis la France, Paris notamment, montrer aux personnes en Haïti que nous étions solidaires à leur lutte pour que, la justice soit faite sur cette histoire d'affaire Petro-Caribé, qui est un scandale politico-financier. Et donc, dès le 14 octobre, nous avons pris la rue à Paris. Nous avons fait 2 sittings, un le 14 octobre et un le 18 novembre, pour venir, en fait, pour manifester notre soutien aux manifestants en Haïti. Et à l'issue de ces 2 sittings, nous avons estimé qu'il était important pour nous de poser vraiment on va dire, des actes forts. Et nous avons pensé, à travers le groupe de membres d'Haïti Plus Juste, nous sommes au nombre de 9 de membres fondateurs, nous avons pensé qu'il fallait poser des actes forts, et ces actes forts pouvaient être à travers peut-être un espace où des personnes viendraient parler justement de cette affaire Petro-Caribé, notamment de la corruption dans toute sa dimension, et viendraient nous aider à peut-être à trouver des solutions, des outils, des voies, on va dire, de questionnement pour amener les personnes qui sont considérées comme coupables, pour les amener justement à répondre de leurs actes devant la justice. Donc c'est dans ce sens-là que Haïti Plus Juste a organisé une grande conférence internationale sur le thème de la corruption dans les pays du Sud, et s'est servi comme prétexte l'affaire Petro-Caribé. Et cette conférence a eu un retentissement assez important, puisqu'elle a permis de réunir toutes sortes justement de personnes connues, notamment Frédéric Thomas. Et nous avons eu la chance de recevoir le Dr Piarou, qui nous a parlé du choléra en Haïti. Nous avons eu la chance de recevoir le député Loture, qui est justement de la 5e législature, je crois. 50e législature. Et nous avons aussi reçu M. Veil. M. Veil, oui, très éloquent. Vraiment de grandes, on va dire. Et puis, il faut aussi citer Payan, qui était souffrant, mais dont Haïti a lu le texte. Nous avons reçu M. Boiron, qui s'est déplacé depuis le Canada pour venir nous apporter justement sa contribution à la conférence. Ouais, vous n'aviez pas quand nous parlons de M. Boiron, c'est dommage Frédéric Boiron qu'on n'a pas pu avoir un texte de lui dans le livre, parce que dans ce livre, dans l'ouvrage sur Petro-Caribé, parce que il y a eu des problèmes de corruption au Canada. Ils ont trouvé un consensus national, tu vois, avec le corrupteur qui rendait une partie de l'argent, et tu vois, et puis on diminuait leur peine. Et je crois que pour Petro-Caribé, c'est l'une des solutions possibles. Ok, mais en parlant de ça, il a cette expérience. On peut penser que c'est un sociologue jusqu'au boutiste, non, mais il a cette expérience, comment ça a été traité au Canada, une histoire de corruption, tu vois, semblable à l'affaire Petro-Caribé en Haïti. Ok, mais je voulais dire que, est-ce qu'il n'y avait pas un procureur de la République de France qui était là, non? Oui. Oui, c'est... non, c'est un procureur. Un procureur, c'est ça? Haïtienne, oui, d'origine haïtienne, oui, d'origine haïtienne. Okay. Et c'est dommage, c'est quoi son nom? Tu te rappelles de son nom? C'est dommage, lui non plus, il n'a pas pu faire de texte, parce que c'est un juriste, tu vois, qui est bien formé, etc. Il connaissait le problème, donc il n'avait pas un discours papier, machin, etc. Tu vois. Du coup, on n'a pas pu publier un texte de lui. Et quand tu l'as demandé, il a dit qu'il ne pouvait pas parce qu'il n'avait pas le temps de le rédiger. Lubin. Ah oui, c'est maître Lubin. Lubin, oui, Lubin, tout à fait. Les procureurs, tout à fait. Oui. Oui. Du côté de Nice, un truc comme ça, je m'y appelle pas. C'est lui qui a évoqué l'importance justement de faire des procès. C'est ça. Procès. Oui, parce que normalement, moi j'ai assisté à cette conférence. Vous voyez, la complexité. Je couvrais même cette conférence par le biais de... Oui, parce que les gens parlent de procès Petro-Caribé, mais ces juristes, notamment Maître Madistin, nous a fait comprendre que ce n'était pas un seul procès. Parce qu'il faut juger des ministres, il faut juger des présidents, il faut juger des directeurs responsables. En fait, tous les responsables qui ont été cités et dans les rapports.
À chaque volet, il y a un procès. Donc pour les ministres, c'est un procès. Pour les directeurs généraux, c'est un procès. Pour le président, pour les présidents. Non. C'est-à-dire que, voilà, si j'ai bien compris, il y a eu des rapports sur l'affaire Petro-Caribé. D'accord. Et les rapports avaient cité des noms des personnages qui étaient responsables de la gestion de ces fonds. Donc on doit faire le jugement de toutes ces personnes. C'est ça la nuance. C'est-à-dire que ce n'est pas un seul procès, il faut juger chacun séparément. Et il avait dit qu'il y a une possibilité qu'on puisse juger Michel Martelly en tant qu'ancien président. Ouais, parce qu'il s'agit de l'intérêt public. Donc il n'est plus président, il est justiciable. Cette histoire qu'il est bébé, qu'il n'est pas justiciable, eh bien c'était faux. Oui, mais étant président, quand on parle comme ça, parce que tous les présidents de la République sont, comment dire, même en tant que président, mais protégés, si je me permets. Mais par rapport au problème de la justice que nous avons en Haïti, est-ce qu'on peut se permettre d'inculper un président? Bien sûr. Je ne sais pas. Non, mais au fait, il n'y a pas ça dans la Constitution haïtienne qu'on puisse inculper, sauf en cas de comment on dit ça? Ouais, mais que l'on veut ou non, moi, quand on regarde la Constitution, est-ce qu'un président, parce que pour inculper un président, il faut que les deux chambres, il faut qu'on ait quand même une majorité dans la chambre. Dans les deux chambres, quand je dis les deux chambres, je parle du Sénat et la Chambre des députés. Maintenant, pour avoir ça, 2/3 pour mettre le président en accusation. Même si le président Michel Martelly était en quelque sorte fautif de quoi que ce soit, trouver cette majorité dans les deux chambres, ou bien au Sénat et à la Chambre des députés, c'était pas facile. Moi, je ne veux pas entrer dans ce débat que je ne connais pas juridique, que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. D'accord. Mais tout ce que je pourrais dire, comme je l'ai déjà dit, c'est que Maître Madistin avait dit qu'il était justiciable. En fait, ce qu'il faut noter, je pense, et qui est très important, c'est que ce n'est pas un président, c'est quand même 4 présidents et 6 gouvernements qui sont justement impliqués dans ce scandale politico-financier. Et donc c'est un scandale qui touche... 4 présidents, 6 gouvernements? 4 présidents et 6 gouvernements. Donc si on commence par décanter, on va voir, et c'est... Disons, on part depuis Préval. Depuis Préval, passer par Martelly, Privert, plus Jovenel Moïse. Bien fait. Absolument. Les 6 gouvernements. Comme on parle de corruption faite aux masses, alors si tu me donnes la permission, je ne sais pas si je peux te tutoyer. Si tu me donnes la permission... Il n'y a aucun souci. Ouais, si tu me donnes la permission, je pourrais lire un passage concernant Jean-Marc Bellerive, qui était Premier ministre de Martelly. Qui était Premier ministre de Martelly. Alors, celui qui dit ça, c'est... De Martelly, de Préval. De Préval, oui. De Préval. Dans le premier contrat. Ouais. Dans le premier contrat. Ouais. Alors, c'est le professeur Michel Soucar qui parlait d'un contrat que Bellerive avait signé avec Bautista, qui était sénateur, qui a été inculpé aux États-Unis pour corruption. Tu vois, donc il ne faut pas croire que la corruption, c'est une affaire haïtienne, c'est une affaire internationale, voire mondiale, et qui est généralisée en Haïti. Bon, ça c'est autre chose, on aura le temps d'en parler. Alors, le professeur Soucar dit ceci. Dans tout le corps du contrat, il n'y a que de l'escroquerie. C'est un groupe d'hommes qui sont là pour conserver le système et gagner de l'argent. C'est une mafia qui a commencé sous le gouvernement de Préval et qui continue sous Martelly. Dans un pays de droit, quelqu'un comme Jean-Marc Bellerive et tous ceux qui ont signé cet accord avec lui, alors seraient déjà devant un juge d'instruction pour s'en expliquer. Et dans le même ordre d'idée, 8 ans plus tard, dans l'émission Boucan et la parole du 2 novembre 2019, le professeur Soucar, utilisant des informations d'archives déclassées de la CIA, affirmait
que durant l'occupation américaine de la République dominicaine, du Costa Rica, des Philippines, les Américains avaient d'énormes difficultés de trouver des espions. Mais en Haïti, ils les ramassaient à la perle. C'est ça le problème. Donc, on ne trouve pas ailleurs, mais chez nous, on les ramasse à la perle. Tu vois, c'est ce problème-là, tu vois jusqu'où va la corruption. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun patriotisme, il n'y a aucun respect du patriotisme, mais chacun s'en donne comme il le veut à la corruption. Et donc c'est un problème généralisé dans la société haïtienne. Ça ne veut pas dire... Et c'est à cause, tu vois, c'est à cause de ce développement, en quelque sorte. C'est à cause de la misère. Ok. Entre autres, je dirais que la corruption, c'est institutionnalisé en Haïti. Donc, puisque ça traverse toutes les couches de la société haïtienne. Wow. Donc, il est vraiment important, en fait, de comprendre que ce n'est pas un scandale que l'on peut justement porter uniquement sur une partie, ou bien notamment sur les personnes qui avaient en charge la gestion des biens publics. En fait. Même ceux qui ne sont pas en charge sont, dans leur mentalité, sont corrompus. Oui, tout à fait. Il y a justement des conflits. Ouais, alors Jacques a dit institutionnalisé. Mais je vais plus loin. Institutionnalisé, il faut le comprendre dans un sens social, pas dans un sens juridique. Dans un sens social, parce que la loi n'autorise pas quelqu'un à voler. Mais tu vois, c'est institutionnalisé dans un sens... dans le comportement des personnes, en fait, je pense sociologique, en fait. Voilà, dans une approche sociologique, on pourrait dire que les personnes considèrent que être corrompu, qu'il y ait justement des conflits d'intérêts, qu'il y ait justement des passe-droits, des choses comme ça rentre dans une forme de normalité. C'est presque une normalité, alors que non, ce n'est pas la normalité. La corruption est une gangrène. Et il faut justement prendre du temps pour, on va dire, pour éduquer les personnes, pour les préparer aussi à changer et à avoir une autre vision. Il faut prendre du temps. Oui. D'après vous, le temps, vous pouvez estimer le temps? 1 an, 2 ans, 25 ans? Parce que le plus souvent, j'ai parlé à Sego avant, donc quand on parle d'une génération, on a besoin de 25 ans pour former une génération. Mais je me demande, par rapport à la corruption que vous venez d'évoquer, est-ce qu'on a besoin, il faut avoir le temps d'une génération pour éradiquer ces problèmes en Haïti? Vous savez, il n'y a pas de génération spontanée. Je pense que c'est le travail de longue haleine. Sergo va aborder justement la problématique, en fait, sur une forme anthropologique. C'est-à-dire que je pense que dans le livre, d'ailleurs, il y a un auteur qui fait référence au fait que la corruption est là depuis la colonie. En fait, les pratiques corruptives sont là depuis la colonie, même dans les pratiques des anciens colons. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même ancré dans la société haïtienne. Et il faut effectivement, comme je pense que Sergo va le démontrer, il faut faire un travail justement en profondeur, pas on va dire, sur l'espace social, mais sur l'être même. L'être haïtien. Et ça passe forcément par l'éducation. Ça prendra du temps, mais je pense que, bon, peut-être que ni vous ni moi ne serons là pour voir justement ce travail aboutir, mais c'est pas une entreprise, on va dire, impossible. Ce n'est pas une peine perdue que de se mettre d'ores et déjà à travailler et à lutter contre ce mal qui ronge la société haïtienne. Voilà. Donc, ma première question d'aujourd'hui, peut-être ça vous concerne vous deux. 6, 7, 8 juillet 2019, d'après vous, était-il un signe avant-coureur sur la question de la corruption? Parce que vous vous rappelez, quand Jovenel Moïse, le 7-8 juillet, on s'est réveillé un beau matin, et puis la population haïtienne se mettait en branle contre ce pouvoir-là. Donc c'est ça qui a déclenché la question de Petro-Caribé. Est-ce que 6-7 juillet 2019 était-il un signe avant-coureur? Non, mais 7-8 juillet, il faut dire que 7-8 juillet, il y a eu cette réaction de la population. C'est parce que le gouvernement de Jovenel Moïse, je ne sais plus qui était Premier ministre à l'époque, et voulait augmenter... Monsieur Lafontaine. Voulait augmenter... Docteur Lafontaine. De 50% le prix des produits pétroliers. Des produits pétroliers en Haïti. Ils n'ont pas pu le faire. C'était en 2018. Ils n'ont pas pu le faire en 2018, mais Ariel Henry vient de le faire.
Tout à fait. Ouais, Ariel Henry vient de le faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas Ariel qui se lève de matin comme ça et qui se dit, eh bien, je vais augmenter, je vais doubler le prix du carburant, le prix du pétrole. C'est parce qu'il a été contraint par le Fonds monétaire international pour pouvoir répondre aux obligations financières. C'est-à-dire Haïti a des dettes, parce que jusqu'à cette date, Haïti, si tu veux, finançait, tu vois, subventionnait le gaz pour que la population puisse s'en procurer. Mais on peut dire que c'est ce qui a fait 2018, mais aussi c'est beaucoup plus compliqué que ça. On pourrait dire que si 7 juillet, c'est gouttes de l'eau qui renversaient ces vases-là, parce que Vignes-Marais, Petro-Caribéa. Puisque nous avons des problèmes comme ça, alors qu'en pile là, je passais pour nous, c'était comme notre ami qui a amené ça, c'est pour lui, il m'a dit, quand il est venu ici, Mirambeau Junior, il m'a dit qu'il était en transe quand il a vu que l'impact que ça a fait. Mais c'est un soulèvement social. Donc, ils n'ont pas pu faire parce que, en politique, il s'agit d'une question de rapport de force. Et en ce temps-là, les organisations populaires, les patriotes haïtiens, les progressistes, etc., avaient pris le devant. On avait des jeunes qui venaient surtout du Canada, etc., tu vois, et puis qui avaient des idées très claires, mais jusqu'à présent qui ont peur, tu vois, qui ont peur d'intégrer l'État. Ce sont eux qui ont amené, c'était des jeunes du Canada, dont Mirambeau, lui aussi, du Canada, qui a initié ce mouvement. Et nous, on ne voudrait pas, Haïti plus juste, que ça s'arrête en chemin. Je ne sais pas s'il y aura des procès, des procès Petro-Caribé, mais en tout cas, on lutte pour qu'il y ait procès, en tout cas pour qu'il y ait un changement social, un changement d'État. Je ne sais pas si vous rêvez, pensez à un procès, donc rappelez-vous... Pensez à des procès. Pensez à des procès, mais rappelez-vous notre fameux président, défunt, disant que on lui a forcé de nommer 50 juges corrompus. Alors aujourd'hui, ces corrompus sont toujours là. Est-ce que vous pensez, en Haïti, il y aura un jour des procès Petro-Caribé? D'après vous? Moi, je reste optimiste. Je suis optimiste de nature. D'accord. Je pense que, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de peine perdue. En fait, on ne lutte pas... Oui, mais il faut toujours se dire qu'il y aura des changements. On ne sait pas. Oui, mais non, mais c'est bien. Non, il faut impulser le changement. C'est pas qu'il y aura des changements. La question qui se pose, c'est ce qu'il faut faire pour qu'il y ait des changements. C'est ce que nous faisons. Il ne faut pas dire je pense qu'il y aura des changements. Ce qu'il faut faire, c'est la question à laquelle il faut se poser. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait un changement? Vous vous posez la question vous-même. Vous avez la réponse? Non, ça concerne un certain nombre de faits. Mais la première chose, c'est qu'il faut changer d'État. Il faut changer d'État parce que les gens voient le monde en l'air comme ça, comme si l'État, c'est très compliqué l'État. Tout à fait. Oui, c'est très compliqué. C'est-à-dire que ce n'est pas l'État qui est compliqué. C'est pas l'État qui est compliqué en lui-même. C'est le modèle d'État que l'on choisit. Quel modèle d'État que l'on veut? Ah oui? Ouais, c'est quel modèle d'État que l'on veut? Et puis, dans le modèle d'État, il y a les formes aussi. Il y a aussi les formes d'État. Est-ce que Haïti, c'est le pays capitaliste qui entre qui rentre dans le système capitaliste? Ça, on le croit bien, puisque Haïti fait partie des pays capitalistes. C'est un pays pauvre qui fait partie intégrante de la société capitaliste. Et la question se pose, comment Haïti doit entrer dans ce système capitaliste, parce que son bagage n'est pas arrivé fait depuis 1er janvier 1904, nous croyons à l'État, mais on n'a jamais pu arriver à entrer dans le système capitaliste, parce que nous avons conçu un État qui n'est pas, adapté, tu vois, à la réalité capitaliste. La réalité capitaliste, c'est quoi? Il faut beaucoup de travail. Il faut beaucoup de travail pour la population. À partir du moment qu'il n'y a pas de travail pour la population, les gens se jettent dans la corruption.
Il n'y a pas de travail pour tout le monde. Et c'est pour ça que je dis que la corruption, c'est pas une question. C'est d'abord l'État qui est responsable, mais elle est généralisée dans toutes les couches sociales de la société haïtienne. Et c'est la nuance. Donc, pour changer ça, il s'agit d'abord de celui qui est responsable du président de la République. Il faut un président. Ce qu'a le dit, je suis d'accord avec lui. Il faut un président de la République progressiste, compétent, intelligent. Et on ne va pas attendre dans un an. Vous avez un gouvernement comme ça, un Premier ministre comme ça, et qui travaille avec des gens intelligents. Après un an, on sait où on aura. Si on va sur le changement. Moi, mais je vais passer. Mais qu'est-ce qu'on va faire de la communauté internationale? Parce que le plus souvent, on dit que si on a un président progressiste, mais vous voyez comment la communauté internationale implique dans tout ça pour empêcher le système fonctionne. Ouais, mais c'est et pourquoi la communauté internationale n'a pas ennuyé la République dominicaine autant qu'Haïti? On peut aussi se poser cette question. Bien qu'on sache. Il y a une corruption là-bas aussi. Oui, mais et pourquoi il y a la corruption, mais pourquoi les Haïtiens y vont? Parce qu'ils trouvent un peu de travail. Oui, c'est ça. Bon, ouais, parce qu'ils trouvent un peu de travail. Et qui c'est qui doit avoir l'idée? Qui c'est qui doit créer les possibilités pour le travail? C'est l'État. C'est-à-dire que l'État doit travailler avec le secteur. On ne va pas en on va rester dans la question, il y a la communauté internationale. On va rester sur la question de la communauté internationale. Ça m'intéresse? Alors, je disais pourquoi la République dominicaine, il y a la corruption, mais pourquoi la République est en voie de développement et nous, on est en voie de ce développement. C'est ça, la dit le bas blesse. Oui, mais parce que la République dominicaine respecte les dirigeants dominicains, respecte les institutions, respecte le droit, respecte la Constitution. Quand on parle d'unité haïtienne, c'est rien d'autre que ça. L'unité haïtienne, c'est ça, c'est le respect de la loi, le respect de l'individu, de la personne humaine, le respect des biens. Tu vois, c'est ça l'unité. D'après vous, en Haïti, il n'y a pas ce respect-là? En Haïti, c'est plus compliqué. Il y a un déficit de respect de la personne en tant que personne humaine, personne pensante, personne évoluant dans une société humaine. C'est pourquoi, en fait, je pense que l'affaire Petro-Caribé, c'est une affaire qui a pris de l'ampleur et qui est devenue explosive parce que, justement, on a négligé l'importance de la personne humaine dans cette affaire. Parce que on va dire, ce fonds Petro-Caribé était tout d'abord, avait déjà, on va dire, avait pour mission première, c'était de garantir le développement. Non, attention, c'est important. Je t'arrête un petit quelque chose. C'est pas assurer le développement, mais quand Chavez l'avait pensé, Chavez a dit c'est pour permettre à chaque Haïtien de pouvoir manger à sa faim. Et c'était ça. C'était d'abord ça. J'avais pas terminé. Laisse ça terminer. C'est important. Je ferme ma parenthèse. D'accord, merci. Quand je parlais de développement, c'est-à-dire des programmes sociaux, et notamment, justement, un gros travail sur l'autosuffisance alimentaire des populations. Et je pense que c'est à ce niveau-là, c'est qu'il y a eu un tel irrespect vis-à-vis justement des couches les plus vulnérables de la société haïtienne que cette affaire Petro-Caribé est devenue explosive. Alors que je pense que depuis Préval, l'affaire était là, faisait son chemin, mais il y a eu en fait il y a eu tellement d'exagération, il y a eu tellement de mépris vis-à-vis de ces personnes qui souffrent depuis de nombreuses années, qui se sont d'une certaine manière accommodées aux situations. Quand bien même elles souffraient, elles se sont accommodées. Et avec cette affaire Petro-Caribé, c'est des milliards de dollars. C'est-à-dire qu'ils sont partis en fumée, en tout cas, qui sont partis quelque part, qui ont fait leur chemin, et on n'arrive pas justement à suivre le parcours de toutes ces dépenses, toutes ces dilapidations de fonds. On n'arrive pas, et je pense que ce n'est pas seulement une question de gouvernement, c'est vraiment une question d'éducation. Il faut éduquer les personnes à s'intéresser à ce type de problématiques en Haïti. Quand il y a un acteur qui est responsable
on va dire, des deniers publics, cet acteur-là, il a la responsabilité de rendre des comptes à la population qu'il a élue, cette population immédiate, mais aussi de rendre des comptes à toutes les personnes qui devront la questionner à un moment donné. Et c'est ça qui manque. Et je pense que moi, personnellement, je suis persuadée que ça passe justement par l'éducation, par la formation, et il faut prendre du temps. Il n'y a pas de génération spontanée. L'affaire Petro-Caribé, il y aura des procès, certes, mais peut-être qu'on pourra attendre 50 ans, j'en sais rien, voire plus. Mais il faut effectivement amener les personnes à se questionner systématiquement sur, puisque je vous ai donné le mandat de faire, maintenant vous avez l'obligation de me rendre compte de ce que vous faites. Et tous ceux qui sont passés, les 4 présidents, les 6 gouvernements, et tous ceux qui ont été justement autour de la gestion de ce fonds devront répondre. Bon, s'ils ne sont plus là, ceux qui restent vivants devront répondre. En tout cas, la société haïtienne devra répondre. Parce que nous avons quand même, ne serait-ce que pour notre dignité, à répondre au Venezuela. Au Venezuela. Qu'est-ce que Haïti a fait de tout cet argent que le Venezuela a investi pour nous? Oui, ne serait-ce que ça. L'affaire Petro-Caribé, les procès pourraient être une réponse pour le Venezuela. Si nous-mêmes, nous n'avons pas cette capacité de répondre justement à ce dysfonctionnement, en fait, bon, ce scandale, vraiment, c'est quelque chose de terrible. Hein. Moi, c'est terrible. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la première partie de l'émission. Nous allons prendre la première pause et puis on revient. À tout de suite. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur H-Live TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes de retour pour la suite de l'émission Screenshot, sa 14e sortie. Donc, nous avons avec nous Madame Jetta et Pilate. Et vous savez, c'est militante au sein de l'association Haïti Plus Juste. La présidente. La présidente de l'association. Et sans oublier Sego Alexis, militant associatif. Et je suis membre aussi de Haïti Plus Juste. Secrétaire de l'association Haïti Plus Juste, militant. Et puis, il y a beaucoup de chapeaux, lui. Beaucoup de chapeaux. Donc, ici, on peut tout de suite regarder. Journaliste, éditorialiste Haïti en marche, chercheur indépendant en anthropologie sociale et politique. Et puis, en même temps, entrepreneur du bâtiment, décorateur intérieur. Qui ça nous a dit de plus? Oui. Notre baillot gagne toujours. Nous ne allons pas rentrer là-dedans. Mais, messieurs, dames, la première question, et si vous me permettez, Frédéric Thomas analyse le cas haïtien comme un phénomène structurel de la fonction sociale. Oui. Êtes-vous de cet avis? Le phénomène, c'est-à-dire que corruption, c'est un phénomène. Pas seulement corruption, c'est-à-dire que corruption elle fait partie intégrante de la construction de la société haïtienne. C'est ce qu'il essaie de dire. Vous êtes de cet avis-là? Ah oui, mais c'est vrai, mais tout a commencé le 1er janvier 1804. Ah, entrez là, c'est beau. Ça a commencé. Bon, comment vous pouvez expliquer ça? 1er janvier 1804, vous pensez que depuis ce jour-là, ou cette date-là, on a commencé à construire, à bâtir un pays corrupteur? Non. Un État dans la corruption? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que. Alors, il faut bien comprendre le contexte de 1804 quand Haïti s'est déclaré indépendant. Quand Haïti s'est déclaré indépendant le 1er janvier 1804, et l'Angleterre déjà commençait à faire la révolution industrielle. Et la France aussi, mais la France n'a pas eu la même révolution. La France a eu une forme de révolution et l'Angleterre a eu une forme de révolution. Donc c'était les modèles normalement qu'Haïti devait suivre, ces deux modèles-là. Mais lorsque le 1er janvier 1804, et c'est dès le 1er janvier 1804 que l'État haïtien mal parti. Les gens parlent de 1er janvier 1804, ils parlent de 18 mai 1803, mais tout vient de là. 18 mai 1803, il y avait une question de l'union, l'unité.
Oui, alors je vais expliquer. Ouais. Le 18 mai 1803, les Haïtiens, les généraux haïtiens, les officiers haïtiens, il faut bien dire que c'était les officiers haïtiens, mulâtres et noirs, acceptaient pour mettre ensemble pour bataille contre l'oppression. Mais chaque monde a intérêt pas. Et si nous prenons le cas de masse populaire là, masse paysanne, et notamment esclavio, les marrons, les monde ça était déjà pour l'indépendance avant Dessalines. Christophe et Toussaint Louverture. Eux, les marrons voulaient une indépendance et ça existait, ils voulaient une indépendance, ils ne voulaient pas. Donc c'est pour ça qu'ils étaient marrons. Donc, mais les généraux haïtiens voulaient d'abord une étape. Toussaint Louverture voulait d'abord une étape, il voulait l'étape de l'abolition de l'esclavage. Ouais, je pense qu'il arriverait de toute manière. S'il n'était pas mort, qu'il arriverait à créer mais tout le monde connaît que tout c'était plus pour l'autonomie. Oui, tout c'était plus pour l'autonomie. Mais on voulait dire que ce n'est pas étape. Première étape là, autonomie. C'est un étape. Ok. C'est une étape. Étape fine autonome et puis ça va le passer dans l'indépendance. Peut-être oui, peut-être non. Mais c'était royaliste. Ouais, c'était une étape. À cette époque-là, les généraux, Toussaint, surtout Dessalines et Christophe, étaient très anti-marrons parce que la France te promettait l'abolition de l'esclavage. Donc, tu ne pas venir marron, tu vas venir gâcher l'abolition de l'esclavage parce que tu es trop radical. Et c'était une farce du côté de la France. Le tuer en pile. Oui, mais du côté de la France, c'était une farce. Promettant quelque chose à Dessalines ou autre pour être indépendant très bientôt, pour ça me dit, pour goûter contre Maroyo, pour même, c'est pas une face ça? Vous pensez que la France était sincère? Bon, bref. Non, ce sont des étapes révolutionnaires, on ne peut rien reprocher. Je ne suis pas là pour reprocher quoi que ce soit à Dessalines, Christophe ou Pétion, mais simplement, j'ai ma vision des choses. Okay. On a notre vision, pas dans le sens académique, on a notre vision des choses, et essayer d'expliquer les choses dans leur contexte. Oui, revenons à nos moutons, parce que tu as parlé que dans la question de l'union, chaque monde a intérêt par eux, qui fait que nous faisons union. Oui, non, il fait l'union. Oui. Il fait l'union. Alors, l'union, tout haïtien, en fait, en tout cas, tout ancien et généraux, il fait l'union pour combattre l'esclavage et pour l'abolition de l'esclavage, parce que Anglais, Français et Mulâtres même, comme blanc pas de bal même droit que colon, c'était intéressant à gagner parce que le devait gagner même droit que colon. Ça va veut dire que beaucoup pas pour l'esclavage, mais chaque monde a un petit couple d'esclavage avec. Oui, chaque monde a esclavage avec. Chaque monde a esclavage, mais il veut l'abolition de l'esclavage. Il veut l'abolition de l'esclavage, et bien puisque c'est ça que tes points communs, mais il y avait ça. Mais Toussaint aussi avait des esclaves. Mais il y a esclaves et puis le comportement qu'on a vis-à-vis de ces esclaves. Ouais, par exemple, Toussaint il n'a jamais été fouetté, tu vois. Donc, pourtant, il était esclave avant d'être libre. Ouais, avant d'être libre. Alors, ce qu'on n'a pas fait, on a fait l'union. Il mettait ensemble, il fait l'union. C'est la seule union qui a eu en Haïti. La seule union qui gagne en Haïti. Pas la gueule comme ça? Oui. Si nous prenons la France, où tu mets Marine Le Pen a shooté, machin, bagaille sur la France, etc. Mais quand il va dehors, c'est pour défendre la France. C'est pour défendre la loi française. C'est pour défendre le droit français. Oui, donc il a toujours gagné. Le peuple américain gagne une union. Pour parler, on voit vers l'extérieur. C'est pas pour rien que tout Américain, même si je ne suis pas d'accord, mais tout Américain derrière l'État, c'est pas Haïti. C'est pas notre cas. Donc, il fait l'union. À ce moment-là, il fait l'union contre l'esclavage, il est arrivé. Mais il n'a pas fait l'unité. L'unité, ça veut dire qu'il mettait d'accord sous modèle d'État qu'il ne peut pas l'appliquer après que fin gagner la guerre. Si on crée le drapeau, c'est qu'on est sûr qu'il ne va pas gagner. Il a déjà créé le drapeau, mais il n'a pas créé forme d'État. Il n'a pas écrit un document qui dit
est-ce que capitaliste, républicain, est-ce que républicain ou aristocrate? Est-ce que républicain ou aristocrate? Ça, il fallait le définir. Il fallait le définir dès le 18 novembre, 18 mai 1803, jour création de la parole, on va faire comme ça. Donc, avec les échéances électorales. Donc, tout le monde connaît que nous avons chanceux, son république nous gagne, mais si c'est empire, nous connaissons déjà, c'est héréditaire. Ouais, si c'est empire, c'est héréditaire, mais il se trouve que les Salines ne vont pas faire une constitution qui n'est pas héréditaire. Tu vois? Donc, nous n'avons pas fait ça. Et le 1er janvier 1804, qui ça a fait? Il a acclamé des Salines comme. Non, c'était pas un compère, comme gouverneur à vie. À vie. Gouverneur à vie. Et les autres qui travaillaient avec lui? Attends, mais c'est eux-mêmes, c'est Christophe. C'est Pétion, c'est sur les 36 officiers qui ont signé l'acte de l'indépendance, qui l'ont acclamé. Mais il dit qu'il y a une manigance entre Pétion et Christophe qui dit, ok, monsieur, c'est un homme de paille. On va l'utiliser et après on va régler notre compte entre nous deux. C'est ce qui a été fait après. Donc tu vois la division. Le fait que le plébiscité des Salines comme ça, c'est pas écrit que des Salines ok, il n'est pas écrit. Et puis le fait aussi qu'on a choisi, que les Salines a choisi d'être empereur, c'était une erreur. Enfin, je pense que c'était une erreur. C'est pas anachronique, mais je crois que c'était une erreur parce qu'on était dans un cadre révolutionnaire. La France a fait sa révolution contre l'Empire pour créer une république, mais c'était beaucoup de difficultés. Mais l'Angleterre lui-même, pourtant qui était royaliste, il fait une révolution industrielle rapide. Il est arrivé à un consensus, tu vois, il est arrivé à un consensus entre les capitalistes, tu vois, et Royaume-Nord. Il est arrivé à une entente. Le royaume a même financé on sait des aristocrates qui transformaient en capitalistes. Tu vois, aristocrates qui transformaient en capitalistes. Alors que ça, il a projeté, nous-mêmes, c'est nous allons l'adopter, nous-mêmes, si nous bien comprendre ça. Non, c'est que nous-mêmes nous faisons le mal, nous ne pas créer un État capitaliste, nous créons un État paternaliste. D'accord. Bon, là, c'est bien abordé. Je ne connais pas si Mme Djetta et vous voulez ajouter quelque chose ou me poser une question? Peut-être le rejoindre dans ce qu'il vient de dire. En fait, il faut qu'on sorte de cet état paternaliste et qu'on ne passe pas notre temps à accuser l'État de nos malheurs et de notre bonheur. En fait, c'est parce que quand je dis nous, je parle aussi des citoyens haïtiens qui attendent toujours quelque chose de l'État. Ils disent c'est la faute de l'État, l'État ne nous donne pas ci, l'État ne nous donne pas ça, l'État n'a pas fait ça pour nous. Mais attendez, mais d'une certaine manière, nous sommes l'État. Nous sommes l'État. D'accord. Et nous sommes l'État parce que nous permettons à l'État d'exister. Nous permettons à ces personnes qui vont nous représenter de pouvoir parler à notre place, de pouvoir justement défendre nos droits, de pouvoir défendre justement, on va dire, nos intérêts auprès des autres pays, auprès de l'international. Donc on va systématiquement dire l'État n'a pas fait ce qu'on attendait de l'État. À partir du moment où on met une personne pour vous représenter, cette personne, on va dire, ne fait pas le travail comme elle devait le faire, vous devez vous-même être capacité de dire, eh bien, on va révoquer l'État. Et révoquer l'État, c'est travailler justement sur des outils de droit, des outils justement, comme le disait Sergo, c'est reconstruire, on va dire, une société de droit, une société de respect de la personne et de respect de l'engagement vis-à-vis des personnes. Ok. Et pour nous reconstruire État de droit, ça, eh bien, nous avons un peu de travail pour le faire. Et Sergo signalait aussi. Donc, on dit généralement que le poisson pourrit par la tête. Donc, il faut attaquer la tête. D'accord. Mais avant d'arriver là, moi, j'ai une question qui est sur le bout de ma langue. Et j'ai lu dans un passage dans le livre qui fait savoir que, d'après Nadine Bagioni Lopez, la culture de corruption existait déjà au sein de la colonie. C'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Tout à fait. Vous voulez dire quoi? Je pourrais même évoquer un docteur, une personne qui a écrit, je crois que c'est docteur Pierre, qui parle d'Haïti, fille de flubisterie ou flubiste. C'est comme si Haïti est né justement des trafics, de la contrebande, de toutes ces choses. En fait, c'est comme si c'était ancré même
dans notre ADN, en étant d'abord esclaves et après en étant on va dire des personnes qui se sont libérées de l'esclavage, des chaînes de l'esclavage. Et dire, on porte en nous quelque chose, en fait, des strates de toutes ces, on va dire, ces mauvaises manières de faire, de gérer les choses et on va dire, de considérer les personnes dans un groupe humain. Et dire, les flibustiers à l'époque, c'était, ils pillent les bateaux, ils volent. Oui, c'était leur corrupteur, le corrupteur. Mais sauf que dans leur État, à eux arrive à changer à changer la donne par le développement, par l'éducation, comme j'étais à la révéler tout à l'heure. C'est par l'éducation. C'est l'éducation, justement, qui est long à faire. C'est l'éducation qui est long à faire. Mais si un État qui veut travailler, après un an de gouvernement, on sait s'il va vers le progrès ou s'il va reculer comme les autres. On peut le savoir. On peut dire qu'il y a... Il faut préparer les nouvelles générations. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que mon père, ma mère ont fait un travail. Ok, préparer comment? On est là. Il faut préparer les nouvelles générations, d'accord. Nous, c'est ce qu'on fait. On prépare justement par cette démarche citoyenne où on appelle les gens à s'intéresser à la chose publique. Intéressez-vous à la chose publique parce que c'est votre chose. Cette chose vous appartient. Vous êtes dans un espace, vous êtes dans un groupe, vous êtes des individus, vous interagissez entre vous, donc vous existez. Si Sergo n'existe pas, je n'existe pas d'une certaine manière. Tout à fait. Si j'existe, c'est parce que Sergo existe aussi. Donc nous interagissons et nous devons chacun à notre niveau faire un travail pour que nous puissions bien vivre ensemble. Et le bien vivre ensemble passe effectivement par l'éducation. Je dois respecter Sergo, il doit me respecter. Est-ce que vous estimez que le problème de la corruption que nous avons en Haïti doit être traité par l'éducation? Absolument. Moi, j'en suis persuadée. Ça à long terme, oui. C'est à long terme, ça. Non, mais c'est pas par l'éducation, parce que si on arrive à développer l'éducation, ça veut dire qu'on arrive à développer des projets de développement. Bon, je ne parle pas seulement de l'éducation au sens, on va dire, académique, je parle de l'éducation même au sein des familles. Parce que c'est à partir de la famille. En fait, un groupe, c'est d'abord une famille. Ce sont des familles qui forment des groupes et ensuite qui forment des individus qui forment, en fait, qui finissent par exemple, tu vois, avant, on étudiait l'instruction civique. J'aimerais terminer. Donc, voilà, effectivement, à l'époque, il y avait l'éducation civique. L'éducation civique, c'était quoi? C'était permettre à chacun de nous de mieux vivre et de mieux faire société. Vivre en société, faire société. C'est-à-dire respect de l'autre, respect de l'environnement, respect des droits, respect de la justice, respect. On parlait de respect. Mais ce livre-là n'existe plus. Respect de la personne humaine. Instruction civique et morale n'existe plus dans l'éducation haïtienne en Haïti. Professeur Chéri, l'autre jeune en Haïti, l'homme mourir en Haïti, dans la rue. Qu'est-ce que ça qu'on fait? Les gens mourir en Haïti, l'autre jeune dans le pays. Bon, les gens mourir déjà, ils ont commencé à appeler la police, couvrir les gens et puis qu'on a fait constat, lever les gens, tout le ça. Oui, donc le premier bagage, il fait couvrir. On dit tout, mais le premier bagage, il fait couvrir. Maintenant, il n'y a plus le respect de la personne humaine. Mon homme mourir, ce fatra, tu vois, c'est dur de voir ça. Je n'aime pas voir ces genres d'images et je demande aux gens, quand on je ne veux pas voir les gens qui mourent sur le fatra. J'arrive pas à... Ça, je ne peux pas supporter. Donc, je ne peux pas supporter violence, qu'il y a coupé tête monde et puis on fait passer ça sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas les voir comme je ne les envoie pas. Je ne regarde pas ça du tout parce que c'est choquant. Oui, c'est parce que comme on... Il n'y a plus le respect de la personne humaine. Mais ça, il faut l'arrêter, ça. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter et aujourd'hui, pour l'arrêter, il faut commencer par détruire les gangs. Oui. Vingo, problème chronique, justement, du fait que mon nom est là, peut-être il n'est pas considéré son personne humaine. Moi, quand je me regarde, je dois me dire je suis une personne humaine dans toute on va dire ma dimension. Et que juste on bête, c'est pas on bête yo mettre sous terre. Et quand bien même on bête, je pense que par exemple qui bête, t'as protégé. Et donc si on a protégé moi pas une personne humaine et maltraité. Mais tu sais, en Haïti, tu sais. Je pense qu'effectivement, comme je dis, il faut vraiment distiller dans justement, on va dire l'éducation des tout petits, parce qu'il faut prendre les choses à la base. Il faut en même temps travailler sur la tête qui est pourrie
et qui justement déverse sa pourriture, excusez-moi de l'expression, sur la société. Et il faut aussi faire un travail de terrain, un travail de fond, partir vers le bas et en même temps attraper le haut et le tirer. Oui, c'est vraiment à un moment donné prendre les deux parties. Voilà, et faire un gros travail. Bon, moi je fais confiance justement à toutes ces personnes qui font des recherches, à ceux qui ont participé justement à la réalisation du livre. Et ils font un travail effectivement extraordinaire, puisque c'est un travail académique où ils pensent, ils réfléchissent sur la société haïtienne et sur les dysfonctionnements de la société haïtienne, sur justement ces problèmes qu'on a, où on ne peut pas s'empêcher de mettre les mains dans l'argent de l'État, alors que l'État, c'est nous, c'est vous, c'est moi. Donc, de quel droit un individu peut se permettre de mettre les mains dans l'argent de l'État, alors que cet argent appartient à toute une population. À toute la population. Donc, ce sont des personnes qui réfléchissent là-dessus et puis qui nous ont aussi permis justement d'avoir un certain éclairage sur peut-être les orientations qu'on devrait prendre pour justement, je ne dis pas faire aboutir le scandale Petro-Caribé, mais pour travailler et pour que ça serve effectivement de prétexte et ça serve effectivement de fil conducteur vers un ensemble de problèmes qu'on rencontre dans la société haïtienne. Et donner justement aux personnes, on va dire, les plus simples, de comprendre ce qu'est cette histoire Petro-Caribé et du poids que ça va peser sur les générations futures. Parce que cette dette, il va falloir... oui, c'est ça. Je vois dans le livre, si vous me permettez, je vois dans le livre que Noumbia Nieto, je crois, a évoqué un truc, que le risque global de la corruption. Parce qu'à travers la corruption, quand il y a le risque là, le système santé est attaqué, le système éducation est attaqué, le système, je ne sais pas, tout et tout. Donc, on n'arrive pas à se développer correctement étant humain. Alors, d'ailleurs... attends, je pourrais dire... J'ai beaucoup laissé. Allez-y. Okay, bon, j'ai parlé de Noumbia Nieto, mais quand nous il y a une question qui me vient et tout de suite là. Est-ce que, d'après toi, Sego, la corruption est-elle le point de jonction entre le pouvoir politique et le pouvoir économique? Eh bien, si vous voulez, le système capitaliste là, que ce soit système d'État, système capitaliste, il y a corruption aussi, peut-être il y en a moins parce qu'il y a paix que la justice, mais il y a corruption aussi dans les pays communistes. Il y a corruption aussi dans les pays capitalistes. À partir du moment que l'économie a développé, le système capitaliste a développé, c'est en même temps développé il développait corruption même. Ça, c'est la corruption d'État. C'est point de jonction que ça a monsieur expliqué qu'il y a, à partir du moment qu'il y a une mutation du système capitaliste, mais corruption évolue aussi en même temps. L'avantage qu'il y a dans les autres pays, c'est des pays développés où les gens respectent la loi. Chose publique. Ouais, donc, ils ont diminué le taux de corruption à la caillou. Parce que en Haïti, comment veux-tu qu'un type qui gaspille des milliards de dollars, qui détourne des milliards de dollars, il a permis un type comme Michel Martelly qui a dit qu'il voulait un candidat. C'est inadmissible. C'est-à-dire que le système de société en Haïti, il a formaté le peuple là. En fait, tout le monde, en fait, on dit peuple là, de sens global, il a formaté pour l'accepter. Pour l'accepter, masse populaire, conditions liées. Il a formaté comme ça. Tu vois, ça, il faut le dénoncer, il a formaté comme ça. Oui, parce que justement... C'est pour ça que le paternaliste, la bourgeois paternaliste, il a crasé mon yo. Et puis, par exemple, je prends mon bon nakai, tu comprends? Je suis un bourgeois. Ou même son classe moyenne avancée. Je prends un monde qui va la caille. Et je connais, un monde qui tellement occupé bien des petites moins, ça m'a baillé à trop petit. Vous comprenez? Ça m'a baillé à trop petit. C'est ça peut-être l'État fixé ou bien qui ça m'a décidé de bailler. Donc, il vient aider les petits monde à l'école. Tu vois ça, il y a des petits gens à l'école parce qu'il est tellement fier du travail que bonne non bien géré la quoi faire pour lui. Et puis l'éducation, il y a dans l'éducation petite lit.
Tu vois, c'est ça, bourgeoisie, c'est ça, une bourgeoisie, après les bourgeoisies paternalistes. Paternaliste. Mais pourquoi? Parce que il y a absence de cette responsabilité de l'État de mettre des écoles, de mettre du travail. C'est-à-dire qu'on n'est pas entré dans le système capitaliste parce qu'on est mal parti. C'est-à-dire qu'on est mal parti. Je disais qu'on était dans la révolution haïtienne tout à l'heure. Là, on était dans la révolution industrielle. C'est à ce moment-là qu'Haïti va le créer. Mais nous pas entrer. Au lieu que nous, par exemple, un bon exemple très simple, au lieu que nous construisons des forts, on pouvait toujours construire le palais de 365 portes. On pouvait toujours construire la citadelle Henri-Christophe. Mais on a mis tout l'argent, tout le travail, c'est même pas l'argent parce que je dis que c'est un pays, c'est un capitalisme marchand, il n'y avait pas vraiment. Il y a des échanges, etc. Oui, toute la production, en fait, beaucoup de la production haïtienne est passée à construire des forts et à acheter des armes, au lieu de construire des écoles, au lieu de faire revenir les gens qui étaient partis avant l'indépendance, avant la révolte, qui étaient partis à la Jamaïque avec leurs connaissances, avec leurs bagages, etc., qu'il fallait. Ils sont partis avec technologie qui permettent que nous entrions plus facilement, tu vois, dans le monde industriel, là, ils sont partis avec. Et quand les salles viennent en proie, ils viennent tourner dans le pays ruiné. Ok, retrouver dans le pays ruiné, c'est très bien. En fait, c'est peut-être pas très bien, mais vous l'avez trouvé, c'est un fait. On a investi dans la construction des forts. On aurait dû. Parce qu'on avait peur au retour de colons. C'est pourquoi on a construit des forts. Pour sécuriser le territoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand on parle maintenant de la dette, de la rançon de l'indépendance? Eh bien, si nous avons construit les forts pour nous défendre le pays, la France vient avec 16 bateaux de guerre, machin, de la bagaille, mais c'était tiré sous bateau, on ne paye pas. Eh bien, on a construit des forts pour ça. Alors pourquoi on avait construit les forts? C'était pour se défendre. On ne s'est pas défendu. Donc il fallait construire des écoles. Il fallait construire, il fallait développer l'éducation, il fallait développer l'industrie. Bon, on ne peut pas refaire l'histoire. Non, c'est pas qu'on peut Tout faire. à fait. Non, mais à cette époque-là, est-ce que... Excusez-moi, il ne suffit pas de refaire l'histoire. Il faut dire que... On a fait un choix, c'est ça la recherche. On a fait un choix, mais il y avait peut-être d'autres choix qui étaient beaucoup qui étaient meilleurs que les choix qu'on a fait. C'est ça la conférence. C'est pas anachronique, c'est ça la différence. Mais ceci dit, il n'est toujours pas trop tard pour nous-mêmes reprendre le système, ce qu'on veut faire rentrer dans le capitalisme. C'est ça le problème. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites qu'il n'est pas trop tard, mais moi je sais pas, est-ce que nous avons un chef d'État qui est vraiment à la hauteur pour comprendre ce que vous dites là et puis pour permettre à l'État haïtien de renaître? Non, l'État ne s'arrête pas à une personne. Non, l'État ne s'arrête. Je comprends, mais il faut qu'il y ait un leader. Non, l'État ne s'arrête pas à une personne. Je vais te donner la parole parce que j'ai beaucoup parlé. L'État n'est pas une personne. L'État n'est pas une personne. Maintenant, toute révolution, ce dont on parle là, on parle de révolution. La révolution qu'il faut faire, la révolution sociétale qu'il faut faire, la révolution économique qu'il faut faire. C'est pas aller à la. Oui, mais il faut qu'il y ait un homme. Oui, c'est ça. Dans toute révolution, il y a un leader. Dans toute révolution, il y a un leader. Même si nous avons plusieurs femmes, plusieurs hommes, mais il faut qu'il y ait un leader. Il faut quelqu'un qui est à la tête pour conduire la troupe. En 91, Aristide aurait pu être ce leader. En 91, il avait tenté. Oui, il a tenté, mais il a fait des erreurs aussi. Le coup d'État du 91, il y avait aussi des erreurs. En fait, en d'autres termes... Mais lui, il avait le charisme, je te donne la parole, on peut expliquer plus tard, tout à l'heure, mais il avait le charisme pour faire cette révolution. Oui, il voulait faire cette révolution-là en douceur, mais on peut dire que les impérialistes ne voulaient pas. Bref. Non, mais je vais répondre tout à l'heure, mais je laisse quand même la parole à Gerta. D'accord. En fait, je voulais dire, en d'autres termes, il nous faudrait un leader charismatique. Quelqu'un qui... Aristide était le leader charismatique en 91. Ouais, mais c'est ce qu'on disait. Mais il n'était pas politique. Il nous faut un leader charismatique qui soit en capacité justement de porter tous
les projets de la société haïtienne, ou bien les projets de la société haïtienne. Et pour ça, il faut des hommes, des femmes, des personnes engagées, des militants. Des militants compétents et intègres. Militants compétents et intègres. Ouais. Intelligents, compétents et intègres. Oui. Et écoute, je reviens. Formation, éducation. Formation, important. Formation, éducation et, on va dire, une espèce de culture de la confiance en soi. Confiance en soi pour pouvoir permettre à l'autre d'avoir confiance en nous-mêmes, en nous. Il faut avoir de la confiance en soi. Et quand on a confiance en soi, forcément... Voilà. Et vous remarquez, nous avons deux super personnalités avec nous aujourd'hui dans l'émission, dans la 14e sortie de l'émission Screenshot, qui sont très bavards, très abondants, si je me permets. Mais malheureusement, nous sommes arrivés à la deuxième pause de l'émission. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois. Screenshot, tous les jeudis, 19h sur H-Live TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes de retour. Nous sommes à la troisième partie de l'émission, c'est la dernière. Donc vous voyez, comme je vous ai dit tantôt, donc, deux personnalités, deux super personnalités qui sont avec nous aujourd'hui. Et pour une fois que j'ai deux invités, j'ai toujours une invitée avec moi, mais aujourd'hui j'ai deux parce que j'estime que le sujet est tellement important pour parler de l'affaire Petro-Caribé en Haïti. Vous savez, 6-7 juillet 2018, tout ce qui s'était passé en Haïti sous le gouvernement de Jovenel, avec M. Lafontaine qui était Premier ministre. Et c'est ça aussi qui a permis à cet homme et on l'a exclu du pouvoir. Mais là, aujourd'hui, nous avons Sego Alexis qui est avec nous, journaliste et désoliste de Haïti Marche, ainsi que Mme Jetta Pilate, qui, en quelque sorte, présidente de l'association Haïti Plus Juste, qui est avec nous pour faire le point sur le livre, là, l'affaire de Petro-Caribé en Haïti, la corruption dans les pays du Sud. Vous savez très bien que Haïti fait partie des pays du Sud. Donc, Mme Jetta, il y a un livre qui, pour élucider, c'est ce que je disais tantôt dans mon introduction, pour élucider l'affaire de Petro-Caribé. Donc là, tout à l'heure, vous voulez dire qu'il n'y a pas un leader charismatique en Haïti? Pour le moment, nous n'en avons pas. En fait, à mon sens, nous n'avons pas de leader charismatique actuellement en Haïti. Peut-être qu'il est là, mais qu'il n'est pas visible. Mais qu'il n'est pas, on va dire, qu'il ne se donne pas, on va dire, la peine de se montrer, ou bien qu'on le cache, ou bien pour des raisons peut-être que moi je ne peux pas peut-être savoir. Hein. Mais il y a toujours des personnes qui souhaiteraient justement, on va dire, s'engager en politique en Haïti, mais la politique est devenue tellement une affaire de corruption, entre guillemets malpropre, que les gens de bien, je dirais, les gens de bien n'osent pas entrer en politique. Et c'est bien dommage, parce que pour faire de la politique, de la bonne politique, il faut des personnes de bien. Il faut des personnes conscientes, des personnes formées, des personnes intelligentes, des personnes intègres, des personnes qui s'aiment et qui aiment les autres. Moi, en tant que clinicienne, je m'intéresse à la personne, on va dire, à son rapport, à son milieu, à l'individu, à l'espace, on va dire, à une société. Donc, le leader charismatique, il doit être traversé par tout cela. C'est quelqu'un vraiment qui a confiance en lui-même et qui sait qu'il peut, justement. Et vous pensez que c'est important, c'est intéressant ce que vous êtes en train d'évoquer, mais je me rappelle en 91 que je faisais allusion tout de suite à M. Aristide, qui était, c'est ce qu'on disait, un leader charismatique. Sego va me démentir si ce n'était pas le cas. Donc c'est lui qui avait peut-être le bon sens, tout le vocabulaire pour diriger cette nation-là, pour permettre à la nation de prendre conscience, pour faire face à la montée des impérialistes, etc. Alors que, quand même, on a renversé ce type. Donc, vous pensez que c'était une bonne chose? Sergo l'a dit, je pense qu'il lui manquait une on va dire... Tu vas pas répondre pour moi, là. Sur le politique
Et là, Sergo, il s'y connaît. Moi, je... Ok. Le domaine de la politique... Sergo qui le connaît, vous ne le connaissez pas. Alors Sergo, vous connaissez Aristide très bien. Donc, ce n'était pas un leader charismatique? Oui, c'était un leader charismatique. Mais tout à l'heure, je dis rapidement comme ça, vous n'avez pas entendu, je dis qu'il n'était pas politique. Ah, vous pensez? Il n'était pas politique? Oui, il n'était pas politique. Ça veut dire être politique, c'est de pouvoir comprendre beaucoup d'aspects de la société, aspects économiques, aspects politiques, aspects sociaux, aspects développement, etc. C'est le rôle d'un politique, c'est la différence entre un politicien et le politique. Tu vois, on peut dire un politicien comme on peut dire le politique, un politique, tu vois. Mais Aristide n'était pas politique, je crois qu'il était un leader charismatique. Et je pourrais même dire que l'erreur qu'il a faite, qui a accéléré le coup d'État en 91, c'est qu'il était le premier à ne pas respecter la Constitution. Alors je suis... On va laguer ça comme ça. Comment ne pas respecter la Constitution? Qui sont qu'à dire ça? Ce que je peux dire, d'abord, moi, je suis lavalassien. Dans le sens où, d'abord, dans le sens où aussi Lavalas, c'est l'idée, tu vois, c'est l'idéologie qui combat la droite, l'extrême droite. En Haïti, je suis lavalassien parce qu'on a tendance à diviser lavalassien et du valierisme. C'est-à-dire que lavalassien progressiste et du valierisme. Bon, c'est ce deux mots. En tout cas, moi, je l'ai dit, alors je suis de tendance lavalassienne et je n'ai aucune honte de le dire, puisque si je suis progressiste, si je suis altermondialiste, je ne peux pas être de droite. Je suis forcément de gauche et je suis un socialiste. Je suis socialiste. Donc, je pouvais être que dans le courant de la libération, le courant de la théologie de la libération. J'étais dans ce courant-là et je n'ai jamais changé. Je suis dans le courant, mais je sais qu'il faut entrer dans le capitalisme, il faut être réaliste, il faut entrer dans le capitalisme. Alors, je dis, Aristide est le premier à violer la Constitution. Et je l'ai écrit il y a longtemps. Je l'ai écrit, je dis pourquoi je suis lavalassien et je dis que Aristide est le premier à violer la Constitution parce que la Constitution dit que le Premier ministre doit être issu du parti majoritaire au Parlement. Et le parti majoritaire au Parlement à l'époque, c'était le FNCD. Donc le Premier ministre, c'était peut-être Victor Benoît ou quelqu'un d'autre, ou la Plume ou quoi que ce soit. René Préval n'était pas FNCD? Préval a sorti d'une mallette de je ne sais pas où, il a mis Premier ministre. Et c'était inacceptable. C'était inacceptable. Et puis quand le secteur privé... ces négociants sont frustrés qu'ils mettaient Aristide au pouvoir et puis Aristide va être Premier ministre. Tu vois, tout le négocie un job. Mais c'est ça, c'est une question. La politique, c'est toujours une question de rapport de force. En 2019, il y avait un rapport de force du peuple, tu vois, de la société haïtienne par rapport à l'État. Tu vois, par rapport à l'État, par rapport à la classe politique, c'était un rapport de force. Et là aussi, c'est un rapport de force. Si vous voulez constituer votre rapport de force, il faut regrouper un groupe unitaire dans votre gouvernement. Ou pas qu'à prendre Premier ministre, la Constitution dit c'est le parti. Jusqu'à présent, tout le monde l'a violé. Ah, tout le monde l'a violé? Oui, à ce niveau-là. À ce niveau-là, tout le monde l'a violé. Plutôt que maintenant, il n'y a plus de possibilité pour si ce n'est pas magouille, si ce n'est pas corruption, si ce n'est pas violence, donc Matéli fait en 2015 pour assurer Jovenel de majorité, si ce n'est pas violence, il n'y a pas de majorité parce que il y a trop d'organisations politiques, trop de partis politiques, trop de corruption. Il y a tout ça, il faut combattre tout ça. Il faut que l'État haïtien parvienne à réduire considérablement les partis politiques. On n'arrive pas à faire autre chose. On nous retourner dans la question parce que nous ne pouvons pas finir, nous ne pouvons pas le temps encore, mesdames, messieurs, dames. Donc nous connaissons pour livre ça là, l'affaire Petro-Caraïbe en Haïti, son bagage qui fait un pile salive couler. Donc nous connaissons son bagage qui protège Jovenel aller, c'est bagage qui fait monde et nous capable dire que Wilson comme c'était qui était dans le gouvernement Jovenel avec Matéli et Wilson qui était ministre des Finances, Wilson Lalo et l'ex a volé gars dans un grand match qui fait en octobre 17 octobre 2018. Après ça, Jovenel prend décision pour écarter monsieur du gouvernement, même s'il a géré dans l'ombre, mais il n'est pas dans le pouvoir encore. Mais
Haïti plus juste une bonne essence, si je peux dire ça comme ça. Donc là, nous venons voir que tous les gens courant ça vient sortir Haïti, il y a des gens qui commencent à manifester. Donc à partir de là, Haïti plus juste vient organiser une conférence en novembre, 18-19 novembre, si je ne me permets pas. C'est 8 et 9 juin 2019. 8-9 juin 2019. Oui. Donc là, nous venons sortir avec un livre Oui. pour expliquer tout ça qui est passé là. Oui, tout à fait. Ça va bien nous jeter. Qui j'aime un livre ça, qui ça la donne, livre, qu'est-ce qui peut être que livre ça écrit. C'est un livre qui gagne au moins combien d'auteurs qui ont participé là-dedans. Il y a plusieurs auteurs, hein, il y a au moins 16 auteurs. Et 16 auteurs, ça y est, chaque. La dame connaît Get Master, ça c'est sûr, je connais et Alexis Sego. Oui, Jacques Nézy, Jean-Jacques Cadet, Frédéric Thomas, Voilà. Les Payan et Émile. Laurent Veil. et Zérémile qui est Émile économiste. Voilà, chaque monde en fait abordé question corruption sous angle connaissance et compétence et il est toujours sorti avec une réponse pour dire mais qui outils nous gagnons, nous composer, mais qui orientation de l'État doit plan, mais qui genre l'État doit justement organiser nous pour nous aller ensemble vers plusieurs procès. Effectivement. Et c'est un très beau livre hein, qui fait plus de 300 pages. Ok. Seulement 25 €. 25 €. Oui, abordable. Oui, très abordable. Hein. C'est quand même un bon travail scientifique. Hein. Ok. Et bon, c'est un livre qui se lit simplement. Hein. Les textes ne sont pas difficiles à lire. Hein. Et donc, pour ce livre-là, on fait la promotion à travers ce qu'on appelle des journées de vente signature. Bon, le livre aussi, il peut être commandé par courrier. Je donne l'adresse de l'association. C'est 33 avenue Philippe Auguste, 75 011 Paris. Les personnes peuvent nous écrire à cette adresse et commander le livre, ou elles peuvent appeler au 06 15 86 95 16. Je répète, 06 15 86 95 16 et demander à recevoir le livre, soit par courrier, soit elles viennent chercher le livre à l'adresse que j'ai indiquée précédemment. Donc, pour faire la promotion, comme je le disais, on a plusieurs journées qui sont prévues. La prochaine journée, ce sera le 18 juin. Non, pardon, excusez-moi, je rectifie. Ce sera le 8 juin. Et le 8 juin, ce sera à la Bourse du Travail, à Métro République. Bourse du Travail. Il y a plusieurs, Saint-Denis, Bobigny. Non, Bourse du Travail à Paris. Paris, ok. Paris, c'est la Bourse centrale et ça se trouve à la rue du Château, 6 rue du Château, à Paris, 10e et Métro République. Mais voilà, moi je communiquerai cette information à travers justement un flyer que nous avons conçu à cet effet. Et les autres jours, le 8, c'est le mercredi. Mercredi, ouais, mercredi prochain. Prochain, pas celui qui a le mercredi prochain. On aura le 18 juin. Le 18 juin, ce sera dans le local du collectif Haïti de France, qui se trouve dans le 11e arrondissement de Paris, au métro rue des Boulets. Je communiquerai justement quand le moment sera venu pour cette journée. Et on aura on aura une activité au sein de quelque chose qu'organise la Fédé. La Fédé nous a invités à venir participer à une activité qu'ils font et on pourra permettre justement aux personnes qui souhaitent de pouvoir accéder, acheter le livre. On aura une autre vente signature le 4 juillet, cette fois-ci dans un très bel espace qui est la Maison de l'Amérique latine. Et Paris 7e. Oui. Et donc là aussi, on communiquera là-dessus au moment opportun. D'accord. Voilà, pour le moment, ces dates-là, on a d'autres dates prévues, mais voilà, on attend que... En temps et lieu, on se manifeste. Voilà. D'accord. Bon, là, qui t'es malé avec Sego, lui-même qui n'a... Ou même, on va parler de vente, les vous, qui besoin de livre, je viens avec Jetta, passer dans le 11e, 8 juin, grand pile bagaille, pour acheter le livre, Maison de l'Amérique latine le 18 juin, etc. Le 4 juillet. Pas de problème. Donc là, Sego, on va sentir du parce que est arrivé... Et le marché sur moi, mais jusqu'à demain, moi-même, par contre, bon côté moi que comment expliquer que le rejet de la légitimité divine de la conception de la pensée marxiste, c'est ça moi écrit, on partit dans le livre là, où écrit que rejet de la légitimité divine de la conception par la pensée marxiste. Non, ça, c'est la définition de l'État capitaliste. L'État capitaliste. Ouais, ça, c'est la définition que tu donnes de l'État capitaliste.
On va me retourner encore. On va me retourner encore. On va toujours tourner. Alors, en fait, dans l'ancien régime, alors on va l'expliquer, dans le contexte marxiste, qui parle de l'État, les marxistes donnent une définition de l'État capitaliste. Parce que la société, le monde, plutôt gouverné par l'aristocratie, par la royauté, par l'empire, etc. Donc, quand la France fait sa révolution, qui sont révolutions bourgeoises, à l'époque on appelle ça révolution bourgeoise, mais c'est révolution bourgeoise capitaliste. Ils n'ont pas accepté que pouvoir venir de Dieu. Donc, révolution, c'est la première chose dans la révolution. Ils n'ont pas accepté que pouvoir venir de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est you. Non, c'est-à-dire qu'il faut créer une société, c'est une société inégalitaire, tu vois, qui a trois hiérarchies. Le clergé, etc. Ouais, donc, cette histoire de Dieu, non. Maintenant, je pense, il est capitaliste, il dit de rejeter ça. Donc, pour qu'il y ait un État qui est proche des citoyens, il faut qu'il y ait laïque. Tu comprends? Il faut qu'il y ait une société laïque. Donc, il est capitaliste, ça qui s'allie, c'est capitaliste, ça qui s'allie. Eh bien, c'est d'abord un gouvernement, un parlement élu par le peuple, un parlement élu par le peuple, un président, à l'époque, le président était élu par le parlement, c'est-à-dire le citoyen veut gagner plus de droits qu'on y a là, tout le monde est censé égalité. Tout le monde est censé égalité dans l'État capitaliste. Eh bien, le problème que nous-mêmes nous gagnons en Haïti, c'est que nous pas un État laïque, toute bagarre nous mettons religion là-dedans, toute bagarre nous dit c'est bon Dieu. Tu vois, quand le président est élu, il faut dans l'église catholique pour chanter Te Deum, mais tout ça c'est à partir de l'accord. C'est vrai, c'est depuis 1804 que. On paye le concordat, tout le Concordat, c'est 1826. C'est 1826. Mais Christophe était catholique. Tu vois, le seul qui a créé. Le seul qui créé, qui est en contradiction, le seul qui crée un État laïque, c'était Dessalines, une constitution de Dessalines de 1850, c'était un État laïque. Mais pourtant, son empire lié, il y a une contradiction, il y a une constitution en contradiction avec l'empire là. Déjà, sous ces empires, on ne peut pas créer État laïque. Tu vois, c'est pour ça qu'il fallait passer par la République directement. Mais n'a pas déjà tellement pensé pour la bataille. Tu vois, Christophe avec Pétion tellement pensé pour la bataille, pour casser des salines, pour venir prendre le pouvoir. Il n'a pas créé la République dès le départ, il fallait créer la République depuis le 18 mai 1803 à La Caille. Il fallait dire, voilà, nous sommes dans ce stade de révolution bourgeoise, révolution capitaliste. Ce qu'il nous faut pour le pays, eh bien, c'est un régime républicain. Après, nous quand des années de mourir, Christophe crée Royauté Pâle, et puis Pétion crée République Pâle. Il crée République Pâle, parce que toi, mon bagage de jeu, c'est deux. Qu'on y a là, deux ou une. Qu'on y a une bataille contre l'autre. Alors, l'effort qu'on a construit, au lieu d'investir dans l'éducation. Mais tous ces efforts-là ont servi à ces messieurs de bataille. Ils ont utilisé fort, soit disant c'était pour blanc, ils ont mis fort, mais ils ont utilisé pour bataille entre eux-mêmes. Pourtant, ils sont un seul et même peuple. Mais c'est le pouvoir qui fait ça. Mais le pouvoir est dans la nature de l'homme. C'est-à-dire que l'ambition, l'égoïsme, etc., mais c'est dans la nature de l'homme. Tous, c'est dans la nature de l'homme. La nature de l'homme, parce que nous sommes les hommes. L'homme est un animal, sauf qu'on est un peu social. Ou pas, l'on en forêt ou ailleurs, même en plein ville, bête à bataille, tu vois, même bête là, bataille pour assurer un territoire. Mais comme nous social, il faut qu'on émette des droits, et puis il faut qu'il y ait du monde qui puisse arriver à faire respecter la loi. C'est ça l'unité d'un peuple, c'est ça l'unité d'un pays. D'accord. Et Madame Jetta, moi, on a là qui est intéressé parce que moi, LCAS. Et non figuré dans le livre là, sans casino de lui. Mais son monde que m'apprécie en pile, n'a plus respect pour lui. Mais son monde aussi qui aidait nous justement, qui contribuait justement dans l'organisation de conférences d'une part, et d'autre part, les livres là étaient en projet, travail, ils travaillent quand même pas mal avec Jacques Nézé Cadet pour faire une série
En fait, on passe main dans le texte aussi. Elles sont très bons conseillers, elles sont très bons conseillers. Ouais. Très bons conseillers politiques. Beaucoup de gens ont qui est meilleur passé dans la politique. Beaucoup de gens ont haïtiens qui sont meilleurs. Qui est là? Haïti, on a fait ça. Faut venir là. Beaucoup de tombés sont haïtiens qui sont meilleurs. Ma ville là, ou même faut venir là. En compréhension politique, compréhension haïtique, beaucoup de jeunes haïtiens qui sont mieux qu'Haïti. Les pas étudier sciences politiques, sont artistes métiers, c'est. Autodidacte. Non, c'est une question d'intelligence. Oui, non, mais elle a fait de l'université, machin. Oui, je sais, mais elle n'a pas étudié politique, alors que elle comprend politique très bien, elle explique politique très bien, elle parle politique très bien. Oui, mais elle comprend très bien, elle comprend le monde, elle comprend le monde, elle comprend Haïti, elle dit tout le temps le fou dans la radio en Haïti, attendez, tout ça qui a passé, c'est des nègres. Moi, quand on parle de marchand de micro, je ne les écoute pas, moi. Mais si je connaissais ça, marchand de micro, moi, je dis, si c'est ragot, si c'est une bonne explication. Ok, nous sommes arrivés à la fin, mais j'ai toujours pris le plaisir de poser cette question à tous mes invités. Madame Jetta, on dit toujours... toute bonne chose a une fin, mais on dit toujours les femmes d'abord. Si tu as un bagage où tu veux parler, je dis à la même baguette à poser une question. Qui sont à dire nous? Ça me t'a si tu as un bagage pour me dire, notamment concernant la communauté nous former en France, c'est que faut nous trouver un espace peut-être pour nous retrouver, pour nous former, pour aller aux unions des communautés haïtiennes de France, parce que nous pas une union des communautés haïtiennes de France. Il y a beaucoup de petites communautés haïtiennes, il y a beaucoup de communautés familiales, des communautés religieuses, des petits groupes. Hein. Mais par côté, nous avons rencontré nous toutes nos cachita, effectivement, parler de problématiques pays et de problématiques. Même nous-mêmes, nous vivons à l'étranger en tant qu'Haïtiens, qui avons gardé Haïti, justement, qui avons descendu. Et puis nous-mêmes, nous sentons, nous pas de moyens en fait, pour nous porter contribution, nous, j'en ai à payer. Et c'est ça que je me dis. Est-ce que nous sommes capables, un jour, de trouver un espace où tout Haïtien dans la communauté française là, ou bien même dans la communauté d'Europe là, nous retrouvons autour d'une organisation. Ça, c'est un rêve que je nourris. Merci. Voilà. Et bon, c'est ma ces mêmes questions avec Segotou, parce que là, nous débattons plus de questions, même si nous n'avons pas de temps. Mais si tu as une question, tu veux me poser une baguette à poser, c'est qui ça le tapé? Qui sont dit tout ça? Ah bien, par contre, tu as posé une question comme ça. Alors, ça me dit comme je dis, nous sommes en phase de transition. OK? On parle de 2018, soulèvement 2018-2019. 2018-2019, qui idée, qui pensée sociétale qui était sortie, c'est qu'il faut nous créer un gouvernement de transition, de rupture. N'est-ce pas? Ça veut dire que nous mettons pendant un gouvernement de transition, que nous faisons quelques réformes institutionnelles. Tu vois, par exemple, la constitution rapide pendant un gouvernement de transition, de rupture. De rupture, ça voudrait dire que il ne faut pas que ce soit la classe politique qui dirige les débats. Aujourd'hui, c'est que la classe politique qui dirige les débats. Donc, il faut un gouvernement citoyen. Même s'il y a des politiques là-dedans, mais il faut qu'il y ait un pile citoyen là-dedans pour capable créer, pour nous capable de faire réforme institutionnelle là, renouveler à la. Par exemple, si nous mettons d'accord politiquement pour nous faire constitution pour nous changer le déséquilibre qu'il y a entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif gagne trop de pouvoir qui fait que, quand le président nomme un premier ministre, il faut le marchander pour le corrompre. Nous, on peut seulement changer ça, mais parce que l'exécutif a trop de pouvoir. Le plus important. Mais sous dictature, l'exécutif a trop de pouvoir, parce que nous tombons dans la dictature. Oui. Donc, on est dans le bail législatif là, nous venons estimer qu'il y a trop de pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? L'équilibre. Il faut. Si l'équilibre doit bien sortir, il faut qu'il y ait un pouvoir. Quel autre? Non, il faut l'équilibre. En France, il y a l'équilibre du pouvoir. Aux États-Unis, il y a l'équilibre du pouvoir. Il n'y a pas l'équilibre du pouvoir en France. Non. D'après moi.
le président a toujours le dernier mot. Non, le président n'a pas toujours le dernier mot. Le président, quand on voyait des projets de loi au Parlement qui ne pas passé. Bon, même si. Même La parfois, 49.3 hein? La pas appliqué 49.3 Oui. Pour montrer, Au au moins, ils vont sortir, ils vont côté. Mais ça, en tout cas, c'est des détails. Alors, Ok. nous avons peur des transitions. Nous besoin, ça nous besoin. C'est une pas faire réforme constitutionnelle là, parce que c'est la Constitution qui doit faire réforme constitutionnelle là, mais nous avons passé par moyen citoyen pour nous faire. Mais si c'est la Constitution qui demande pour faire, nous attendons que nous fassions réforme constitutionnelle là. Mais ça nous demande, c'est que nous gagnons un conseil électoral indépendant, compétent et Nous disons ça trop, monsieur. C'est pas que forme nous avons le pouvoir, nous ne pouvons pas un conseil électoral indépendant, compétent, etc. Ça, c'est des adjectifs. Il faut le dialogue. Par exemple, ma bon exemple très simple. Tu as un accord de Montana. OK? Tu as un accord de Montana. C'est qu'il y a des gens des jeunes bis dans l'accord de Montana. Qui faut mettre accord de Montana. Mon 2004, il y a beaucoup là-dedans qui sont Montana. Mais ce n'est pas ça. Si on cherche l'unité, ce n'est pas un souci. C'est-à-dire que ce n'est pas les violents, les gens qui ont tué, etc. C'est pour conditions économiques et financières, etc. Mais c'est des Haïtiens avec qui on peut toujours travailler. Tu vois? Le gars qui gagne, c'est que Nego fait accord Montana, il nomme président, il nomme premier ministre. Mais il n'a pas dit qu'Ariel, il connaît Ariel pas de pouvoir comme ça, mais il faut dire Ariel, bon voilà, on fait ça, mais on peut accepter qu'on reste Premier ministre, mais nous-mêmes, on veut la présidence. C'est ça l'équilibre, c'est déjà l'équilibre du Ou bien dire Ariel peut-être président sans, et puis mettre au premier ministre. Non, son autre monde, il est déjà Premier ministre, pourquoi vous mettez peut-être président sans? On ne sait jamais, comme c'est la proposition de nous, et samedi. Non, on ne peut pas laisser la présidence, on ne peut pas laisser la présidence à Ariel. Avec Ariel, mais Ariel Matéli aussi nous dit Matéli devient président. Parce qu'on sait qu'Ariel, c'est Matéli qui mettait là. Ariel pas président et premier ministre, pendant pas appeler Balil officiellement, et pas ça lié là. Ah, mais c'est ce que je reproche à l'accord de Montana. Voilà, nous faisons quoi comme ça, et bien nous avons dialogué. Tout doit passer par le dialogue, même avec la communauté internationale, c'est fondamental, les relations d'Haïti et la communauté internationale. Je ne vais pas parler beaucoup de ça. Mais il faut le dialogue national. Nous connaissons des corrompus, nous connaissons Matéli qui mettait. Nous connaissons comment s'appelle encore là, celui qui est responsable du palais national. Pierre-Louis. Josué Pierre-Louis, c'est le représentant de Matéli au palais national. Donc, c'est lui qui joue le président. Donc, il y a un vice-président, José Pierre-Louis. Je l'ai écrit dans le monde éditorial, mais on n'a pas voulu. Hein. Bon, c'est José Pierre-Louis et José Pierre-Louis et Ariel qui sont au pouvoir et puis qui sont les représentants de Martelly. Mais il faut prendre le pouvoir progressivement. Nous ne pouvons pas le battre avec Mounio. Nous n'avons pas eu le temps d'évoquer le thème de gang en Haïti, etc. parce que l'émission, on a tellement de sujets, on a tellement de trucs à parler. Oui, j'espère que vous allez revenir pour parler de ça. Ça concerne l'État, parce que ça s'appelle l'État voyou. C'est-à-dire, l'État voyou, c'est l'État qui est instauré. C'est pas à Haïti, pas Haïti. Depuis j'ai lu un texte depuis un journaliste américain, Naïm, qui donne une explication sur ce que c'est, tu vois. Un État voyou. Oui, ce que c'est un État mafieux. C'est un État mafieux qu'on a depuis 2011 au pouvoir. Merci. Merci, et ça fait longtemps, j'étais content de vous avoir à l'émission. Moi aussi, c'était vraiment un très grand plaisir de passer et de pouvoir justement échanger avec vous, avec Sergo. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions. Pourquoi pas. La télévision est là pour ça. On n'a pas tout dit. Voilà, donc content aussi de vous avoir à cette émission, 14e sortie de l'émission Screenshot. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. J'espère que ça vous a plu. Donc, en espérant que la prochaine, la 15e, ce sera pareil et similaire. Donc, nous allons prendre congé de vous. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine émission. Bonsoir à vous tous. Vous qui aimez l'histoire, l'art, la littérature, la culture, le droit, la politique, l'économie, la spiritualité, la gastronomie, la science ou la technologie, Screenshot. Screenshot, une émission qui répond à votre désir où tout est dit sans langue de bois.
Screenshot. Tous les jeudis, 19h sur H-Live TV. Screenshot. Screenshot. Screenshot, chérie.